contexte de changement climatique de plus en plus prégnant, les énergies marines renouvelables sont l'une des technologies mises en avant par l'Union européenne pour décarboner la production d'électricité et aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sous l'impulsion du Pacte vert pour l'Europe de 2019, la Commission européenne prévoit d'installer au moins 60 gigawatts d'énergie marine renouvelable d'ici 2030 et 340 gigawatts d'ici 2050. L'éolien en mer étant la technologie aujourd'hui la plus mature, elle a la part belle dans l'atteinte de ses objectifs, puisqu'en effet l'éolien en mer contribuera à lui seul à l'objectif de 60 gigawatts à 2030 et apportera 300 gigawatts d'ici 2050. A noter que fin 2022, une trentaine de gigawatts étaient installés en Europe. Alors, comment se positionne la France vis-à-vis de ses objectifs européens et vis-à-vis de l'éolien en mer? Alors, l'histoire de l'éolien en mer démarre en France dans les années 2000, sans qu'il y ait eu une réelle planification à long terme du développement de cette énergie. Une série d'appels d'offres est lancée pour installer et exploiter les parcs éoliens en mer au large de nos côtes, avec des durées de développement relativement longues, puisqu'il faut attendre 2022 pour voir entrer en exploitation le premier parc éolien, après plus de 10 ans de développement. Dans la perspective d'accélérer le déploiement de l'éolien en mer et d'atteindre les objectifs ambitieux européens, l'État français a fait évoluer les lois et les réglementations. Ces évolutions ont permis, entre autres, de définir tout récemment en 2024 une planification à long terme de l'éolien en mer, avec pour objectif d'atteindre 18 gigawatts installés en 2035 et 45 gigawatts installés en 2050. Ces objectifs nationaux ont ensuite été déclinés à l'échelle de chaque façade maritime de la France métropolitaine. C'est ce que montre cette carte sur cette slide, où l'on peut voir les zones de développement de l'éolien en mer. Les parcs seront installés dans notre espace maritime au large de Dunkerque jusqu'à Oléron et en Méditerranée au large de Perpignan jusqu'à Marseille. Les points verts sont les trois parcs qui sont actuellement en exploitation, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc et Fécamp. Les aplats roses sont les zones prioritaires à développer d'ici 2035 et il s'agira d'éoliens posés. Les zones assurées en vert sont les zones prioritaires à développer d'ici 2050 et ce sera de l'éolien flottant puisque ces parcs sont très éloignés des côtes. Alors l'ensemble de ces parcs permettra de répondre aux objectifs assignés par l'État à chaque façade maritime, objectifs que l'on peut lire également sur cette cartographie. Et on peut remarquer qu'à horizon 2050, c'est la façade nord-atlantique Manche-Ouest, c'est-à-dire l'espace maritime au large des régions des Pays de la Loire et de la Bretagne, qui sera la plus contributrice aux ambitions françaises en matière d'éolien en mer. La planification de l'éolien en mer, telle que présentée à travers cette carte, devrait faire en sorte que la France contribue à hauteur de 15% aux objectifs européens fixés à horizon 2050. L'éolien en mer est un objet de recherche pour de nombreuses disciplines. Des recherches sont menées sur la technologie en tant que telle, sur les matériaux, les structures. Des recherches sont aussi conduites dans le champ des sciences de l'environnement pour comprendre les interactions entre les éoliennes en mer et le milieu physique et le milieu vivant. L'éolien en mer est aussi un objet de recherche pour les sciences humaines et sociales, les SHS, et c'est ce que je vais m'attacher à développer par la suite. Alors il s'agit pour nous d'étudier sous toutes les dimensions la mise en place de cette politique publique qui est l'éolien en mer. Alors, pourquoi l'éolien en mer est un objet de recherche pour nous, les SHS? Eh bien, parce que l'éolien en mer a des interactions avec les activités humaines et les usages, avec des activités préexistantes en mer, telles que la pêche ou le transport maritime, avec aussi des activités et des usages à terre, puisque l'éolien en mer s'insère dans les territoires concernés. Les parcs éoliens en mer viennent aussi modifier le cadre de vie des habitants des littoraux, avec notamment une évolution du paysage littoral et marin. Enfin, l'éolien en mer, comme tout aménagement, a des effets sur l'environnement marin et littoral, et nous tenons compte de cette dimension environnementale dans nos recherches en sciences humaines et sociales, puisque les recherches sur le thème de la durabilité impliquent de s'intéresser au socio-écosystème dans sa globalité, c'est-à-dire pour faire simple aux interactions entre écosystèmes et activités humaines. Les interactions entre les parcs éoliens, les territoires et le milieu marin donnent du grain à moudre aux chercheurs en économie, en géographie, en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie ou encore en droit pour comprendre comment se fait la politique de l'éolien en mer et quelles en sont les conséquences, notamment du point de vue des enjeux de justice sociale et environnementale. Les apports de la recherche menée en sciences humaines et sociales est d'amener de la nuance et du recul par rapport aux situations observées et aux discours politiques. Un exemple pour illustrer ceci est le cas de l'emploi. La création d'emplois locaux ou d'emplois en général est un des arguments mis en avant par les industriels, par les collectivités territoriales et par l'État au bénéfice du déploiement de l'éolien en mer. Or, les travaux de recherche réalisés en économie montrent toute la complexité à évaluer de manière robuste l'emploi généré par l'éolien en mer, notamment parce qu'il s'agit d'une filière européenne, internationale et globalisée. Les dispositifs de statistique de l'INSEE ne permettent pas d'avoir de la donnée sur l'emploi ni sur la valeur ajoutée créée par l'éolien en mer,
car la nomenclature des activités économiques utilisée par l'INSEE ne référence pas l'activité éolien en mer en tant que telle. En effet, cette activité éolien en mer est décomposée, disséminée dans plusieurs métiers, dans plusieurs activités, comme la construction navale ou les travaux publics maritimes. Idéalement, pour avoir une évaluation précise et robuste de l'emploi créé par l'éolien en mer, il faudrait reconstituer l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des sous-traitants. Or, c'est une tâche très complexe. Par exemple, les chantiers de l'Atlantique qui construisent aujourd'hui les postes de sous-stations électriques à Saint-Nazaire travaillent avec plus de 200 sous-traitants qui eux-mêmes travaillent avec des sous-traitants. Les contraintes liées à la donnée amènent donc les chercheurs à reconstituer cette donnée en utilisant des enquêtes auprès des entreprises de la filière ou en ayant aussi recours à de la modélisation. Donc derrière les annonces d'emplois créés par l'éolien en mer se cachent des enjeux méthodologiques d'évaluation importants qui font encore aujourd'hui l'objet de recherches. Donc sans nier l'existence d'emplois réellement créés, les estimations produites méritent d'être accueillies avec un certain recul au vu de la difficulté méthodologique à évaluer l'emploi et donc à objectiver le nombre d'emplois créés. Un autre exemple d'apport de la recherche menée en sciences humaines et sociales sur le sujet de l'éolien en mer est de mettre en lumière les tensions générées par la politique d'accélération de déploiement de l'éolien en mer, à la fois en termes d'appropriation par les acteurs et à la fois en termes de démocratie participative. Du point de vue de l'appropriation de l'éolien en mer, le champ disciplinaire de l'étude des sciences et techniques montre l'importance du temps long pour que l'apprentissage se fasse entre les acteurs et les habitants d'un territoire vis-à-vis d'une nouvelle technologie. Dans le cas de l'éolien en mer, on voit en effet une tension entre une injonction d'une part à planifier, à accélérer l'éolien en mer pour aider une filière à se construire et aussi pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, et d'autre part le besoin de prendre le temps d'articuler cette nouvelle technologie avec les territoires. Par exemple, les calendriers ont été bousculés sous l'impulsion de l'État via le lancement d'appels d'offres pour l'éolien flottant, sans attendre le retour d'expérience de parcs pilotes qui était initialement prévu pour essayer de comprendre les effets de cette technologie qui est aujourd'hui une technologie au stade de développement et non mature. Cette situation a généré de l'incompréhension pour les habitants des territoires concernés qui souhaitaient avancer progressivement, pas à pas, avec des parcs tests tout d'abord, avant de lancer des parcs commerciaux. Du point de vue de la démocratie participative, la politique d'accélération de l'éolien en mer met en lumière la difficulté à débattre des choix énergétiques à différentes échelles, du national au très local. Il ressort une constante des processus de concertation et de débat public associés à l'éolien en mer, et cette constante, c'est celle du désir des habitants des territoires littoraux à prendre part aux modalités d'une politique énergétique qui se décide au niveau national et qui vient ensuite s'appliquer très concrètement sur les territoires. Les recherches menées sur la gouvernance liée aux politiques publiques tendent à montrer le besoin d'avoir des instances délibératives locales, qui sont aujourd'hui manquantes, pour gérer et décider localement des choix énergétiques et plus largement des choix d'aménagement et de préservation de l'environnement et des territoires, y compris les espaces littoraux et marins. Enfin, je terminerai par citer la notion d'acceptabilité sociale, qui est généralement là où on attend les sciences humaines et sociales. Alors, bien sûr, étudier les interactions entre les parcs éoliens en mer avec l'environnement marin, les territoires et les organisations sociales nous amène indirectement à étudier et à comprendre les différentes facettes de la notion d'acceptabilité sociale des parcs éoliens en mer, puisque ces interactions viennent jouer sur l'acceptabilité des parcs. Mais on ne vient pas chercher à trouver une recette magique pour rendre les aménagements acceptables, puisqu'une telle recette n'existe pas.